Il s'agit de Gérard Vespierre, que vous connaissez bien, géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté, que je vous engage bien sûr à aller visiter, c'est toujours extrêmement intéressant. Alors, Jonathan, je vous laisse avec notre invité pour voir dans un premier temps s'il est d'accord avec nos auditeurs qui pensent qu'Israël ne peut pas faire confiance à la Syrie et signer un accord avec Damas. Gérard Vespierre, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Je vous pose la question à vous aussi, Gérard. Israël peut-il faire confiance à la Syrie et signer un accord sécuritaire avec Damas? Alors, vous savez, Jonathan, que je ne suis pas toujours dans la ligne directrice principale d'une analyse. Là, les résultats sont effectivement à 80-90%. Eh bien, oui, moi, je vais oser vous dire que Israël, à 80-90%, peut faire confiance à Damas. Alors pourquoi? Parce que vous me connaissez aussi, je ne m'avance pas aussi fermement si je n'ai pas quelques arrières. Et les arrières, cette fois-ci, j'en ai trois. Le premier, consiste à dire que, premièrement, Israël a déjà une monnaie d'échange, entre guillemets, puisqu'Israël est présent sur une partie du territoire syrien, n'est-ce pas? Tsahal a pris une précaution par rapport au Golan et donc maintient une présence militaire au-delà du territoire dit du Golan. Donc il y a des cartes du côté de Tel Aviv. Deuxièmement, il y a un parrain à ce rapprochement, et pas n'importe quel parrain, puisqu'il s'agit du parrain américain. Et donc les États-Unis sont totalement favorables, sont derrière, vous le savez, l'arrivée d'Al-Shara, ont invité Al-Shara à Washington et il est le premier président syrien à se rendre à Washington. Donc les Américains ont levé des sanctions et continuent à le faire. Il y a encore 48 heures sur la Syrie. Et troisièmement, alors là je vais certainement vous étonner encore plus, c'est que Al-Shara, la Syrie, a aussi besoin d'Israël. Car n'oublions pas que, je dirais, l'adversaire des deux, c'est un peu plus au nord, la Turquie. Car la Turquie maintient à peu près 20 000 soldats et forces de sécurité à l'intérieur de la Syrie. C'est ce qui explique que Al-Shara n'a pas pu dire ou n'a pas voulu dire non à l'installation d'un radar un peu plus au sud ou beaucoup plus au sud que les Turcs voulaient installer. Mais en le faisant, il savait que peut-être un policier israélien allait mettre bon ordre à cette situation. Donc ça l'exonère d'entrer en conflit avec la Turquie et ça met fin à l'installation du radar dont il voulait certainement, au fond, probablement pas. Donc voyez-vous, il y a une triple convergence pour s'assurer du retour d'une sécurité et d'une implication syrienne dans la restabilisation du Proche-Orient. Israël, je vais vous poser la question autrement. Israël a-t-il intérêt à, à obtenir un accord de sécurité avec la Syrie au regard du fait que dans la région, il y a deux autres acteurs qui pourraient entrer en jeu sur le sol syrien, la Russie, qui, je pense, n'a pas perdu ses velléités de se réimplanter en Syrie, et notamment aussi l'Iran, Gérard Vespierre. Alors, je pense que alors, la Russie a d'autres chats à fouetter, si je puis dire. Évidemment. Deuxièmement, les Syriens ont déjà diminué la présence d'un point de vue juridique, n'est-ce pas, des Russes en Syrie, car il s'agit maintenant simplement de camps d'entraînement et qu'ils ont récupéré la gestion juridique et administrative des infrastructures. Deuxièmement, l'Iran est aussi occupé à quelques petits autres problèmes. Et dans ce triptyque, donc Israël, Syrie et autres, il y a le Liban, n'est-ce pas? Et donc Mhm. la consolidation du Liban qui est en cours, qui va se faire, puisque si le régime iranien tombe,
je ne sais pas quand, mais c'est inéluctable. Je dirais, pour reprendre une parole célèbre du général de Gaulle, depuis le 28 février de cette année, la bataille ultime a commencé. Donc, et les sanctions qui viennent d'être prises sont l'ultime volet. Donc, s'il y a cet achèvement du renversement du régime iranien, eh bien, à ce moment-là, quid du Hezbollah qui sera considérablement affaibli. Donc, voyez-vous, tout le processus de restabilisation du Proche-Orient passe aussi par une stabilisation des rapports entre Israël et la Syrie. Les dernières discussions entre le chef du Mossad, Roman Goffman, et le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shabaini, ont évoqué la mise en place d'un mécanisme de déconfliction entre notamment Jérusalem, Damas et Ankara. Comment ce mécanisme peut fonctionner au regard de la grande défiance qui règne tout de même entre les trois pays? Écoutez, à partir du moment où il y a des process, n'est-ce pas? À partir du moment où il y a des procédures, à partir du moment où il y a des numéros de téléphone, à partir du moment où il y a des adresses Internet, oserais-je dire, eh bien, il y a effectivement moyen de communiquer entre l'ensemble de ces trois partenaires. On aurait pu dire la même chose, n'est-ce pas? Il y a de contacts. Rappelons-nous, il y a 5-6 ans, bah, peut-être un peu plus, quand il y a eu des frappes américaines contre des troupes russes en Syrie, les Américains ont téléphoné à plusieurs reprises en disant vous vous approchez, on va faire feu. Non, c'est pas nous. Effectivement, c'était des milices russes, mais bon, c'était pas l'armée régulière russe. Et finalement, il y a eu plus de 100 morts du côté russe, c'est pas parce que les États-Unis ont fait finalement feu après avoir pris le temps de contacter Moscou. Et on a su ça parce que les cercueils sont arrivés dans le même hôpital à Moscou quelques jours plus tard. Donc il est important, il est crucial même, de pouvoir communiquer quand il y a ces zones de tension avec des procédures officielles. Alors, côté syrien, le chef de la diplomatie a émis le souhait de parvenir à un accord avec Israël, mais a déclaré, comme je vous le disais, de ne pas faire confiance aux dirigeants israéliens. Comment expliquer cette double posture du régime syrien envers Israël? Bien écoutez, d'un côté, il y a Israël, et puis de l'autre côté, pour le ministre syrien, il y a sa population arabe, il y a l'histoire. Donc, il faut effectivement ménager, si vous me permettez cette vulgaire expression, la chèvre et le chou. Donc, cet équilibre est l'art de la diplomatie et l'art de la politique. Donc, effectivement, parlons avec vous, dit-il au ministre ou au responsable de la sécurité israélien, mais vis-à-vis de la population syrienne, il dit à cette population, à sa population, pouvons-nous faire confiance à ces gens-là? Donc, voyez-vous, il y a ce double langage parce que il y a finalement deux interlocuteurs. Dernière question, Gérard Vespierre. La Turquie serait prête à renoncer à s'implanter militairement dans le nord de la Syrie, selon certaines informations qui sont publiées en Israël. Pensez-vous que les pressions israéliennes ont convaincu Ankara de freiner ces velléités quelque peu hégémoniques en Syrie? Écoutez, la grande difficulté, c'est que les Turcs sont déjà là. N'est-ce pas? Il ne Mhm. s'agit pas d'accepter une entrée, il s'agit d'encourager un départ. Et ça, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus difficile. Donc, il y a besoin certainement du grand frère américain pour pouvoir mener petit à petit, par petites touches, par l'intermédiaire donc du dialogue OTAN ou autre, eh bien, le repli progressif des troupes turques. Mais à l'évidence, les Turcs sont de très très bons négociateurs aussi. Donc, que faudra-t-il concéder pour qu'il y ait un retour des troupes turques, pardon, à leur domicile? Donc là, il s'agit d'une stabilisation de la zone kurde en particulier. Qu'est-ce que la Syrie peut offrir? Cela, c'est effectivement dans le cadre d'un dialogue turco-syrien. Gérard Vespierre, je vous remercie encore une fois, mille fois, d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est un plaisir et la question